Lionel Groulx, un historien, indéniablement, mais l'histoire, comme il le dit, gardienne des traditions vivantes. Donc l'histoire, une histoire qui est connaissance du passé, un peu comme François-Xavier Garneau, qui est le grand historien national avant lui, mais aussi histoire pour nous rappeler nos origines, nos racines, et pour nous rappeler qu'on doit être fidèle à ses racines. Donc là, c'est l'œuvre de l'intellectuel, c'est l'œuvre de l'homme de combat. Je m'appelle Charles-Philippe Courtois, je suis professeur d'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean et je suis spécialiste d'histoire intellectuelle du Québec, surtout au 20e siècle. Et dans le fond, mon gros projet de recherche dans le moment, c'est une biographie de Lionel Groulx. Alors, l'histoire du Canada français de Lionel Groulx, c'est quand même le point culminant de toute une carrière. Quand il a commencé à enseigner l'histoire en 1915, c'était grâce à une de ses initiatives où il avait commencé à essayer de réformer l'enseignement dans les collèges classiques pour donner plus d'importance à l'histoire du Canada. On déplorait à ce moment-là la faiblesse de cet enseignement-là. Il a fait connaître, disons, ses initiatives. C'est Monseigneur Bruchézy, qui, dans le fond, est le responsable, en définitive, de l'Université Laval de Montréal à l'époque, qui veut la dynamiser, la redynamiser, lui donner son autonomie, ça va devenir l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, dès l'après-guerre, va devenir vraiment dynamique. Il y a beaucoup de grands chercheurs qui vont s'y développer. Monseigneur Bruchézy a voulu faire appel à des talents et Groulx s'est investi là-dedans, a commencé à développer donc des cours, publier ses cours à chaque année sur des sujets nouveaux. Souvent, il a abordé de façon osée la rébellion des Patriotes durant la guerre. Et il a publié tout de suite quelque chose sur la Confédération canadienne, c'était nouveau. Mais sa grande ambition, c'était de réaliser un jour une synthèse d'histoire nationale. Je suis Éric Bédard, je suis historien et professeur à la TÉLUQ. Alors, Lionel Groulx, c'est un homme du 19e siècle, presque. C'est un homme qui est né en 1878, d'origine très modeste, vient de Vaudreuil, et c'est quelqu'un qui est très influencé par, disons, la droite catholique du 19e siècle. Donc Louis Veillot, l'Univers, ceux qu'on appelle alors les ultramontains, c'est-à-dire les catholiques qui prennent leurs ordres du pape et de Rome. Donc, à leurs yeux, le spirituel transcende, c'est le cas de le dire, le temporel. Hein? La politique doit se soumettre à la morale chrétienne, et donc un 19e siècle qui est évidemment marqué par des tensions très vives entre ceux qui défendent une certaine forme de modernité républicaine ou libérale, ou ceux qui disent non, la tradition, l'histoire et tout ça. Alors clairement, Lionel Groulx appartient à ce camp-là, à ce camp des traditionalistes. C'est le terme choisi par le spécialiste Pierre Trépanier pour décrire son univers intellectuel. Et donc, très jeune, c'est un élève doué, d'une santé fragile, il lit beaucoup, il aime beaucoup les lettres, beaucoup la littérature. Il va donc aller dans un collège classique et il cherche sa vocation. Et sa vocation, au départ, il se voyait peut-être un peu comme un Jules-Paul Tardivel, vous savez, celui qui dirigeait le journal La Vérité. Il se voit comme un laïc, un peu comme Louis Veillot aussi avec l'Univers. C'est laïc ultramontain, mais finalement, un laïc, ça vivait comment? Tu sais, à moins de diriger un journal. Et comme il n'avait pas beaucoup de réseau, il était d'origine modeste, il va devenir prêtre. Et il va donc se dédier, il va être un prêtre et il va être un intellectuel. Au départ, c'est un enseignant. Il enseigne au collège de Valleyfield. Mais vous savez, les enseignants de l'époque, c'est une formation assez rudimentaire. Donc, il fait une formation lui-même en théologie en Suisse, très poussée. Mais très tôt, il s'intéresse à l'histoire. Il se passionne pour l'histoire et il découvre que ce qui tient lieu de manuel de l'enseignement d'histoire dans les collèges, c'est pas du tout à son goût. Donc, il va écrire une lettre dans le Nouveau Devoir, le jeune journal d'Henri Bourassa, au début des années 1912, 13, 11 à peu près. C'est comme ça qu'il va se faire connaître. Hein? Il dit qu'il faut absolument un manuel, il faut absolument qu'on connaisse mieux l'histoire. C'est comme ça qu'il va se faire connaître et il va, de fil en aiguille,
devenir un véritable, à la fois un historien. Il va se faire connaître comme un historien, mais un historien de cette époque, d'une tradition plus positiviste. On lit des archives, grands événements politiques sur l'histoire du Canada français, mais il vient aussi un intellectuel public. Je m'appelle François-Olivier Doré, je suis étudiant au doctorat en histoire à l'Université de Montréal et je m'intéresse notamment à l'histoire culturelle des savoirs au Québec, notamment le savoir historiographique. Et je m'intéresse aussi à l'histoire intellectuelle, politique, culturelle des minorités françaises hors Québec. Groulx, on a souvent présenté Groulx comme un idéologue. Souvent, quand on pense à lui aujourd'hui, on le voit comme un idéologue, un clerc nationaliste. Mais Groulx est aussi un historien qui a fait une œuvre proprement scientifique. C'est quelqu'un qui, dès l'entre-deux-guerres, s'est mis à la page des nouveaux courants historiographiques américains. Il lisait, par exemple, des hommes comme Charles Beard, qui avait une sensibilité pour les questions économiques, les questions sociales. C'est quelqu'un qui a lu l'École des Annales aussi, Marc Bloch, Lucien Febvre, qui avait complètement renouvelé, révolutionné la discipline historique durant l'entre-deux-guerres et après. Donc évidemment, il en a pris, il en a laissé, il a quand même été assez critique des annales, mais il a quand même incorporé dans son travail d'historien une méthode. C'est que quand on lit l'histoire du Canada français, on voit là un historien qui travaille au ras du document, qui privilégie l'explication au détriment de la narration, qui est nuancé, qui est pondéré dans ses jugements, sans pour autant délaisser le travail et le rôle de l'herméneute, c'est-à-dire celui qui doit également problématiser son histoire, c'est-à-dire pas seulement écrire, exhumer les faits du passé puis les présenter dans une chronologie, dans une narration, sous forme de chronique. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas une conception événementielle de l'histoire, c'est quelqu'un qui problématise son histoire, comme les annales, il fait une histoire problème, c'est-à-dire qui s'arrime à des questionnements du présent, des préoccupations du présent, et qui pose des hypothèses fortes sur le passé canadien-français. Comme disait Pierre Trépanier, l'histoire du Canada français de Groulx, c'est une œuvre qui marie à la fois l'histoire, donc l'expérience du métier, et la méta-histoire, c'est-à-dire aussi cette capacité qu'a Groulx de porter le souffle des grandes interprétations et des grandes hypothèses. Donc, il est à la fois un historien, mais un intellectuel qui est très inquiet par l'avenir du Canada français. Avenir politique, la Confédération, il va fonder une revue, l'Action française, il va réunir autour de lui des intellectuels qui s'inquiètent de l'avenir de la nation canadienne-française, mais aussi de la société canadienne-française, c'est-à-dire il va parler d'une seconde conquête, il va dire le Canada français est en train de s'acculturer, le Canada français est en train de s'américaniser. Et il va publier des textes, beaucoup de textes sur ces questions-là. Encore là, le traditionnaliste catholique. Il tient à ce qu'on reste fidèle à notre passé français et catholique. Nous sommes un produit de la bonne France, pas la France républicaine, là, pas la France de la Révolution française, de la France de Louis XIV, de la France de Bossuet, de la France de l'Ancien Régime. Nous sommes un rameau de cette France. Il faut la conserver. C'est notre chance, hein? Alors, il ne va pas jusqu'à dire que la conquête a été providentielle. Il ne va pas jusque-là. Certains le disent à l'Université de Laval. Thomas Chappet, il dit peut-être pas exactement ça, mais il voit ça comme une occasion de se familiariser avec les libertés britanniques. Mais Lionel Groulx considère que nous sommes les héritiers d'une grande tradition française et catholique et que c'est un peu notre mission de la conserver et de la faire rayonner en Amérique. Hein? L'Amérique française, le terme est de Lionel Groulx. C'est un homme de la transition. L'école nationaliste du début du 20e siècle est partagée en deux grandes figures, Jules-Paul Tardivelle et Henri Bourassa. Et on peut dire qu'au début, dans la première décennie du siècle, c'est Henri Bourassa qui a vraiment la plus grande influence et qui donne le ton d'un nationalisme centré sur le Canada, pan-canadien, disons. Hein? Un Canada bilingue, un Canada biculturel, un Canada le plus indépendant possible de la Grande-Bretagne. Mais c'est cette perspective canadienne-là qui domine.
Lionel Groulx fait partie de ceux qui sont dans, disons, les disciples de Henri Bourassa au début, mais son école se développe en marge ou en périphérie avec le soutien du Devoir au début. Et plusieurs des journalistes du Devoir vont participer à la fondation de ce que Lionel Groulx va diriger, qui s'appelle la revue L'Action française, qui va devenir l'Action nationale, qui existe toujours aujourd'hui. Et ces intellectuels-là vont être les premiers à parler non plus de la province de Québec, par exemple, mais de l'État du Québec. D'abord du Québec, dès les années 10-20, dans le Devoir, dans l'Action française. Et petit à petit, dans l'Action nationale des années 30, même de l'expression « l'État du Québec », qui va prendre beaucoup d'importance seulement à l'époque où Jean Lesage va devenir premier ministre du Québec durant la Révolution tranquille. Donc, ce sont les gens de la charnière entre cette pensée, disons, d'un Canada français d'un océan à l'autre, ou même au-delà pour Groulx, parce que quand il va fonder, par exemple, l'Institut d'histoire de l'Amérique française, il a toujours en tête la diaspora canadienne-française à l'échelle du continent, depuis la Nouvelle-France jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc ça reste important, il y a cette dimension-là, mais il y a une pensée qui se développe, qui est de plus en plus centrée sur le Québec. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'État québécois, de le considérer comme l'État des Canadiens français, l'État où les Canadiens français sont majoritaires. Lionel Groulx, c'est à la fois un homme qui va se consacrer à l'étude de l'histoire, avec les outils de son époque, avec les limites aussi de son époque. Il n'a pas de doctorat en histoire, contrairement à, prenez un historien comme Donald Creighton au Canada anglais, qui était le grand historien national du Canada anglais, qui est plus jeune que Groulx, qui est né en 1902. Bien, il revient avec une thèse d'Angleterre. Il devient professeur à l'Université de Toronto. C'est pas le cas de Groulx. Groulx n'est pas docteur en histoire, donc il apprend un peu sur le tas, c'est une sorte d'autodidacte, mais il travaille énormément et il va publier des études sur la conquête, sur la Confédération, qui sont au départ des conférences qu'il fait devant le public, le grand public, durant les années 20 de l'Université de Montréal, parce qu'on lui donne une chaire en 1915. Et il va publier L'enseignement du français au Canada, qui est son livre le plus important, publié durant les années 30, en 2 tomes. Et donc, il y a une œuvre d'historien, mais à côté de son œuvre d'historien, l'œuvre qui le rend encore plus célèbre, probablement, une œuvre d'essayiste, une œuvre d'intellectuel. Durant les années 30, il publie des livres comme Directive avec un S, Orientation avec un S. Et là, c'est des conférences qu'il fait devant le public où il mobilise les jeunes. On est durant la crise. Il mobilise les jeunes, il dit aux jeunes, vous avez raison d'être en colère contre les aînés. Hein. C'est à ce moment-là le sexagénaire qui parle aux jeunes de la vingtaine et qui leur dit, ceux qui sont juste au-dessus de vous, là, ben, ils ont dans le champ. Il passe pour un peu déjà un sage. Et il est un phare intellectuel durant les années 30 au Canada français, Lionel Groulx. Il est très apprécié des jeunes. Et c'est en 1937 qu'il fait cette fameuse conférence « Notre État français, nous l'aurons » lors d'un grand congrès sur la langue française. Les principaux héritiers de Groulx, ce sont évidemment les historiens de l'École de Montréal. On les cite souvent, Guy Frégault, Maurice Séguin et Michel Brunet. Donc, 3 historiens qui vont étudier à la fois sous sa direction dans son giron à l'Université de Montréal. Groulx qui avait une chaire à l'Université de Montréal, qui professait là-bas. Et on peut dire qu'effectivement, ces historiens-là vont former une école au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire avec un maître, avec un réseau de diffusion, et aussi avec une volonté de rompre avec une manière traditionnelle de pratiquer la discipline et de concurrencer aussi d'autres idéologies dans le paysage intellectuel québécois. Alors, il y aura évidemment, ces historiens-là vont hériter du grouxisme, mais ils vont également rompre avec des paradigmes essentiels du grouxisme. Les ruptures seront fondamentales. Je pense à 3 éléments notamment. La question du providentialisme. Groulx est un historien, est un clerc, un prêtre historien qui croit fondamentalement au rôle de la providence dans l'histoire. C'est-à-dire Dieu donne un sens à l'histoire, donne un rythme à l'histoire.
Et évidemment, les jeunes historiens laïcs qui vont émerger dans les années 40, 50 vont rompre avec cette idée-là complètement. Ils vont essentiellement laïciser et rationaliser l'historiographie grouxiste. Deuxième élément, donc en purgeant l'histoire de sa dimension spirituelle, idéaliste, ils vont adopter une posture beaucoup plus structuraliste, une lecture plus structuraliste, plus matérialiste, plus empirique de l'histoire, et donc plus, selon Groulx, plus pessimiste, plus noir. Troisième élément de rupture, et peut-être le plus fondamental, c'est la conception de la nation. Groulx a une conception beaucoup plus extensive de la nation, ce qu'il appelait la nation canadienne-française, alors que les historiens de l'École de Montréal vont travailler, eux, à partir de la nation québécoise. Ils vont, je dirais, à la fois rationaliser et territorialiser l'objet ou le fait national au Québec en faisant de l'État québécois l'élément qui balise l'objet. Alors que pour Groulx, la nation est antérieure à l'État. C'est-à-dire qu'il y a une conception organique, culturelle de la nation que ses successeurs ou ses disciples n'auront pas forcément. Deux grands moments dans la carrière de Groulx. Il y a le moment, en gros, avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Même s'il est âgé, là, mais il y a deux moments assez différents, assez distincts. Le moment d'avant, c'est qu'il est historien, mais il est intellectuel. Et au fond, les élites intellectuelles, ou je dirais plutôt les élites académiques, ne l'intéressent pas beaucoup. Ce qui l'intéresse, le Groulx d'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le peuple. Il veut atteindre le peuple par des conférences, par des... qu'il fait un peu partout, par des essais qu'il écrit dans les journaux, dans ses revues. Et donc, c'est l'homme qui veut être plébiscité par le peuple, et c'est ça qui l'intéresse. Le Groulx d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui devient moins écouté, qui est un petit peu moins dans l'air du temps, parce qu'il est très traditionnaliste, et là se développe un néo-nationalisme. Ce Groulx-là s'institutionnalise, tente de fondre des institutions universitaires et académiques qui vont rester, qui vont lui survivre. Mais là, c'est un deuxième Groulx qui tente de jeter les bases d'une profession historienne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fonde l'Institut de l'histoire de l'Amérique française, 1946, et il fonde la Revue d'histoire de l'Amérique française. Et donc, là, il jette les bases, disons, de la profession, et il a cette ambition, mais qui le travaille depuis le début de sa vie, d'offrir au public une grande synthèse de l'histoire du Canada. Un peu comme Garneau, mais version Groulx, avec, autrement dit, une somme des connaissances qu'il a accumulées au fil de sa longue carrière de recherche dans les archives et à travers ses travaux. Alors, mais, comme il l'explique lui-même dans ses mémoires, il peine à trouver le temps. Il est tellement sollicité, cet homme. Il est très sollicité constamment. Il écrit des lettres pour un, pour l'autre, il fait des conférences, il est partout. Là, durant les années 50, au tournant des années 50, il trouve finalement le temps. Et comment il trouve le temps? Il trouve le temps grâce au mécénat de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui achète du temps à la radio, CKC, et on dit aux chanoines, voilà, on vous a acheté des blocs de temps, là, des capsules d'après, je sais pas moi, 15-20 minutes, et vous allez nous faire l'histoire du Canada. Vous avez, je sais pas moi, 2 ans ou 1 an. Et c'est comme si on l'avait forcé. Hein? On l'avait un peu forcé, là. Voilà, on vous a acheté des blocs de temps. Vous allez la faire, votre synthèse, en je sais pas combien de semaines, à raison de 15 minutes, une demi-heure à chaque fois. Alors là, ça l'a obligé à une discipline, ça l'a forcé à s'asseoir et à écrire et à se ramasser et à écrire cette histoire du Canada. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur l'histoire du Canada français? Il y a beaucoup de choses. C'est une synthèse qui n'est pas la reproduction à l'identique des études précédentes qu'il a faites. Alors, il va couvrir des sujets sur lesquels il n'a pas encore publié, parfois au moins même pas d'articles, mais il ne reproduit pas à l'identique parce qu'il continue de renouveler ses perspectives. Donc, il renouvelle ses perspectives en tenant compte, par exemple, de l'historiographie des développements de l'historiographie, y compris canadienne-anglaise. Donc ça lui apporte des nouvelles perspectives. Pour la partie du régime français, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue une évolution qu'il a amorcée, notamment, mais pas seulement, mais notamment en publiant un livre sur Jacques Cartier et la découverte du Canada, c'est-à-dire de donner de plus en plus d'importance aux facteurs économiques,
socio-économique dans le développement de la colonie. Ça se reflète dans le premier tome qui porte sur le régime français. Dans le deuxième tome sur le régime anglais, certains analystes de l'œuvre ont dit que, paradoxalement, il retournait à une histoire plus traditionnelle, plus classique, plus politique. Donc pour lui, ça lui apparaît, Lionel Groulx, comme une question de l'heure. Alors, dans cette partie-là sur le régime anglais, il accorde beaucoup d'importance à toute l'historique d'une lutte pour l'autodétermination, pour l'autonomie, pour la démocratie, donc les patriotes, La Fontaine et Honoré Mercier et ainsi de suite. Donc, on voit bien là, que c'est quand même une démarche qui est encore celle des historiens aujourd'hui. On pose au passé les questions qui intéressent le présent. Donc, c'est pour ça qu'il s'est moins attardé dans cette section-là au développement économique, alors qu'on aurait pu penser qu'il allait le faire parce qu'il l'avait fait dans plusieurs de ses études sur le régime anglais. Il va le publier en 2 tomes, 1950-1952, et donc c'est présenté comme la somme. Mais Groulx est un peu insatisfait du résultat. Il rêvait de quelque chose de plus monumental, de plus grand, de plus ambitieux encore. Il le dit dans ses mémoires, il aurait voulu quelque chose d'encore plus long, plus étoffé. Et c'est un ouvrage qui, comme le dit bien Pierre Trépanier, est à la fois un ouvrage de synthèse de la connaissance du point de vue de Groulx, des connaissances que lui a acquises sur le Canada français, mais c'est en même temps, en pointillé, une sorte de livre où il veut léguer un certain souffle, une certaine vision du Canada français qui, rappelle-t-il, donc est né dans ce grand siècle, le siècle de Louis XIV, qui s'est développé par la suite et qui a conservé ses traditions. L'ouvrage est très bien reçu par les pairs. Les gens sont très admiratifs de l'effort de synthèse. Les pairs, évidemment, et les gens qui lui sont fidèles, qui aiment ses idées, évidemment, applaudissent. Mais la réception est, grosso modo, assez positive au Canada français comme à l'étranger, surtout dans les cercles, disons, catholiques français. L'ouvrage est très bien reçu. Et cette synthèse-là, pour moi, elle est extrêmement riche. Et je pense qu'elle a encore aujourd'hui une certaine valeur scientifique. Encore une fois, il faut faire attention quand on lit Groulx. On ne peut pas tout prendre dans sa totalité. Il y a évidemment, l'historiographie a beaucoup évolué depuis l'histoire du Canada français. L'histoire socio-économique est passée par là. L'histoire sociale a énormément apporté de choses depuis l'histoire du Canada français. Mais néanmoins, quand on lit cette œuvre-là, qui reste quand même une œuvre assez politique, mais qui est intercalée quand même de commentaires sur le contexte général, que ce soit la géographie, l'économie, la psychologie, le social, le politique. Ces éléments-là s'interrelient. Il y a quelque chose d'une histoire totale, d'une ambition totalisante dans l'histoire du Canada français, comme le voulait, encore une fois, l'École des Annales. Donc, je dirais que je pense qu'on a sous-estimé beaucoup la modernité de l'historien Groulx. Il reste 2 choses, je dirais, 2 catégories de choses. D'un côté, un héritage immense, de l'autre côté, une mauvaise réputation un peu injustement faite. Parce que, dans le fond, on a essayé de beaucoup diaboliser cette figure-là, probablement à cause de son importance fondamentale pour le développement du nationalisme québécois au 20e siècle. Quand je dis que c'est un peu injuste, c'est qu'on a essayé de monter en épingle peut-être des côtés qui pouvaient sembler un peu intolérants dans sa pensée, qui étaient assez typiques de son époque. Si on prend des hommes de sa génération comme le premier ministre du Canada, Mackenzie King, on n'a pas stigmatisé ces figures-là de la même façon que Lionel Groulx. De ce côté-là, je pense que ce n'est pas un hasard si on a essayé vraiment de lui faire cette mauvaise réputation qui reste beaucoup dans les esprits. Beaucoup de gens qui connaissent peu de choses sur lui aujourd'hui vont penser à ça avant
ses contributions au savoir, ses contributions au développement du Québec, ses contributions au nationalisme québécois qui ont été fondamentales pour qu'on prenne conscience au Québec, dans le fond, qu'on pouvait se définir comme une majorité au Québec, utiliser les pouvoirs de notre État provincial pour notre émancipation. Et je dirais que ça a beaucoup influencé le 20e siècle. Il n'est pas le seul, évidemment, à nous avoir poussé dans cette direction-là, mais ça a été vraiment le penseur dominant du nationalisme canadien-français pendant plusieurs décennies au milieu du siècle. Donc, forcément, il faudrait reconnaître sa contribution dans ce développement-là. En plus, il a apporté une contribution fondamentale au développement de l'histoire du Québec, en étant le premier professeur titulaire d'une chaire d'histoire du Canada, dans le fond, à l'Université de Montréal. Ça a été un pionnier du développement de la science historique. Alors, à la fois par ses œuvres, par son enseignement, puis après ça, par ce qu'il a fondé, parce qu'il a quand même, donc, il y a tout un héritage de ce côté-là. Il a fondé la première société savante d'historiens au Québec qui s'appelle l'Institut d'histoire de l'Amérique française, qui a publié dès sa fondation une revue. C'est lui qui a vraiment été le maître d'œuvre, la cheville ouvrière pour que tout ça aboutisse. Il y avait beaucoup de sceptiques. Ça a été au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il prenait sa retraite. Il a beaucoup contribué même à la création d'un département d'histoire à l'Université de Montréal au même moment. Donc, de toutes ces façons-là, on peut dire que son héritage est immense, en fait. Sa contribution au développement de l'histoire, sa contribution même au développement, je dirais, de la société québécoise sont vraiment de première importance pour un intellectuel québécois du 20e siècle.